Mousbénia, Panne de sens, édition du Seuil, 2003. À mes parents, à Rima, Soraya, Morad, à Anne Gaël, à mon pote Rachid Jaïdani. Wesh ma gueule, bien ou quoi? C'est moi Djilali, l'arabo teint de lait aux cheveux de soie, le rebeu Canada Dry. J'ai la tignasse dorée mais mon sang est de là-bas. Blond aux yeux bleus comme Jésus mais le cœur crépus comme ses apôtres. Un visage imprévu de l'Algérie, une trace vivante de ses divers occupants. À l'école, en début d'année, lorsque je répondais présent à l'appel de mon nom, le prof agacé pensait toujours que je lui faisais une blague, comme si j'avais emprunté la tête de Jérémie. « Tu lèveras la main quand je t'appellerai », me disait-il. Puis son regard se posait sur les plus sombres de la classe. Eh oui, les bicots ont aussi cette tête-là. Djilali pour la famille, Gilou pour les intimes. Pour les meufs, c'était parfois Gilles, histoire de semer l'ambiguïté. Comme au dé, je joue mon identité. À l'oreille, on ne se pose pas de questions jusqu'au moment où l'on découvre que mon parler sent la cannelle et le soleil. Tu es pied noir? Non, arabe aux cheveux, 18 carats. Et voilà que tout s'effondre, tel un château de cartes. Comme si la mignonne avait été trompée sur la marchandise, qu'on lui avait caché l'étiquette alors que mes lèvres lui semblaient exquises. Mais la cerise sur le ghetto, c'était dans les magasins. Wari et Kader, les plus foncés de la classe, partaient d'un côté et moi de l'autre. Le vigile faisait son choix sans hésiter une seule seconde. Si j'avais voulu, j'aurais eu le temps de glisser tout ce que je voulais sous mon blouson. Le fantasme du frisé voleur, quelle connerie! Savamment entretenu par des politiciens qui y trouvent leur fonds de commerce, avec la bénédiction de la télé et de ces émissions racoleuses qui terrorisent le peuple d'images de dealers ou de vols de sacs à main. Alors que l'insécurité et la vraie se cachent dans nos assiettes, qu'est-ce qu'on bouffe pendant que les keufs courent derrière les bronzés? Des vaches qui écoutent du rap et fument de l'herbe? J'irai voir de mes propres yeux où l'on ne m'attend pas. Je secouerai le cocotier au pays des marronniers. Je n'ai besoin de l'assistance de personne pour me sortir du danger. Je ne me friserai pas la crinière, ma blondeur est un cheval de Troie pour pénétrer dans vos cœurs. Djilali, le visage pâle au cœur indigène. Chapitre 1. J'ai l'air con avec mes lunettes noires, genre star de Cinoche, non? Tant pis, ils iront se faire foutre ceux qui ne sont pas contents. Moi je suis en vacances. Nos sacs de sport sur les épaules, Stéphane et moi quittons les tours de béton du quartier, direction la Vendée. Première étape, le RER de 10h33. D'après nos calculs, on devrait arriver gare Montparnasse 15 minutes avant le départ, mais je flippe quand même de rater le train. Ce matin, Stéphane, mon pote depuis la maternelle, s'est pointé à l'heure à notre rendez-vous, l'exploit mérite d'être souligné. Et même le soleil n'a pas oublié de se joindre à nous pour le départ. Chez moi, j'ai dit au revoir à ma mère, qui dissimulait comme elle le pouvait l'angoisse de voir son fils de 15 piges partir seul avec son pote. Ne crains rien, Yema, on va dans la famille de Stéphane, il n'y aura pas de problème. Des soucis, il faut avouer que je lui en cause souvent à ma daronne. Si ce n'est pas l'école, ce sont les urgences. Allô, venez chercher votre fils, il s'est pété la jambe en scooter. Ou encore, il s'est cassé le nez au sport. J'ai souvent payé ma témérité de ma frêle personne. Mon père dit que j'ai un djinn dans le derche et que je veux aller trop vite dans tout ce que je fais. Mon rêve, c'est de conduire un jour une grosse moto. Pas comme celle de Marlon Brando ou de Mickey Rourke, non. C'est des motos de flambeurs, ça. Moi, je vous parle de vitesse, de sensations fortes. Mais cette histoire de djinn, c'est aussi parce que, gamin, je lui racontais parfois que ma chambre grandissait la nuit et que je me retrouvais tout petit dans mon lit, menacé par une énorme boule d'acier qui roulait vers moi pour m'écraser. Le tout sous le regard d'un esprit moqueur et grimaçant. J'ai toujours eu une imagination très riche. Bien entendu, j'ai un peu baratiné ma mère. Il n'y a pas de famille de Stéphane en Vendée, pas plus qu'il n'y a de liasses de billets dans ma banane. Nous avons juste de quoi passer quelques jours peinards, loin des bancs du quartier. Pour la rassurer, je lui ai raconté que je m'étais blindé les poches de thunes avec l'emballage déballage du marché pendant les week-ends. Elle m'a pas posé trop de questions. Pour le reste, Stéphane lui avait confirmé d'un ton très assuré que sa famille nous attendait avec impatience. Il fallait bien trouver un mensonge pour ne pas l'inquiéter. Ma mère, c'est mon passeport pour le père, perché depuis 6h du matin en haut de sa grue sur un chantier. Quand j'étais petit, je disais à tout le monde, à chaque fois qu'on passait devant un bâtiment fraîchement terminé, c'est mon père qui l'a construit. Je me demande si un jour quelqu'un a pu croire qu'il était architecte. Du milieu des nuages, mon père me faisait croire qu'il m'avait à l'œil. Dès qu'il rentrait le soir, il s'allongeait sur son lit et m'invitait à m'asseoir près de lui pour raconter ma journée à l'école. À la fin de mon récit, il me demandait « Qu'est-ce que t'as mangé à la cantine? T'as mangé du cochon? Je t'ai vu de ma grue. Un jour, ça n'a pas raté. Je me suis mis à pleurer. Tout ça parce qu'on m'avait forcé à goûter une tranche de jambon à la cantine, malgré mes refus. Je te jure, papa, je voulais pas. Ils m'ont forcé. La dame a dit que si je mangeais pas, j'étais puni. » Voilà comment je me suis balancé tout seul. Bien sûr, au final, la faute retombait sur ma mère. Depuis tout gamin, j'entends mon père partir au chantier dès l'aube, sa gamelle sous le bras, alors que le soleil est encore blotti sous la couette de Morphée. Le père trime et l'amertume me noue le ventre,
Et moi, au lieu de bosser à l'école pour aider ma famille plus tard, je m'applique à être un bon cancre, content de lui. Je crois que ma mère a perdu tout espoir de me voir devenir médecin ou avocat. Tel que c'est parti, je serais plutôt client ou patient que praticien. Non, c'est le jean qui me fait dire ça. En vérité, je ne suis pas un petit con sans ambition. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Et surtout pas de me retrouver à 35 piges accroché au comptoir d'un bar tabac à lire Le Parisien, rubrique fait divers, guettant les meufs qui viennent se réapprovisionner en clopes, ruminant la honte de se faire toujours jeter sans appel, motif parasite. Comme tant de grands du quartier qui ne se voient pas vieillir, à force d'être adossés au même mur et de les garder. J'aimerais tant que les parents soient fiers de moi. Déjà que sur mes deux grands frères, l'un a échoué et l'autre en prend le chemin. L'aîné, Nordine, préfère aujourd'hui fêter Noël auprès de sa blonde et de sa belle famille plutôt que l'Aïd avec les siens. Il en veut au ciel de ne pas être né chez des bourgeois. Il ne voit pas qu'il fait pleurer le cœur de ma mère quand il lui reproche de ne pas être cultivé. Alors il disparaît chez les bourges pendant des mois sans la regarder dans les yeux. Pour lui, l'homme moderne, un coup de téléphone suffit. Il ne comprend pas la douleur de notre mère, sa culpabilité à propos de l'éducation qu'elle nous a donnée. Tout ça parce qu'en primaire, à la Chandeleur, il voulait se déguiser en Zorro comme les petits séfrans, alors que ma mère lui donnait un vieux drap troué pour faire le fantôme. Quand je vois comment les portes de l'emploi se ferment devant lui, malgré ses efforts, je ne suis pas optimiste. Quant à Youssef, l'Alain Decaux du quartier, mon père n'a jamais digéré ses études d'histoire à l'université. D'après lui, un truc pareil, ça ne te prépare pas à un métier. Et puis, comme il dit, c'est pas un arabe qui va apprendre l'histoire de France à un petit francaoui. Quand je pense à tout ça, j'ai un putain de coup de blues. J'ai essayé pourtant de travailler à l'école, mais les bonnes résolutions, ça ne dure qu'une semaine. Ma vraie nature reprend aussitôt le dessus. Chaque fois que j'essaye de réfléchir à quand je serai grand, que j'essaye de voir au loin, devant moi, c'est le brouillard. Alors, je baisse la tête et je fonce. Pour l'heure, c'est le hall de la gare de Montparnasse que nous traversons en fonçant, nos gros sacs de sport sur le dos. Nos calculs étaient bons. Pas de retard, nous sautons dans le train, délestés du prix du billet, qui viennent croquer une énorme part de notre budget. SNCF, c'est possible. Enfin, nous y sommes, voiture 7, place 19 et 20, billets compostés, lunettes de star sur le nez, ce qui me vaut un feu d'artifice de vanne de la part de Stéphane. Mais je ne relève pas le défi, je sais qu'il me les envie.